Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le sommet d'Asie de l'Est qui est ouvert dimanche à la suite du sommet de l'ASEAN dans la capitale malaisienne. Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues des États-Unis, de Chine, de Corée du Sud, du Japon et d'autres pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang faisait partie des dirigeants présents à l'événement de cette année. Plus tôt, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine appelait les nations d'Asie de l'Est à accélérer leur intégration économique ainsi que la préservation de la stabilité régionale, alors que la convergence économique régionale visait à rapprocher les liens. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également rencontré ses homologues d'Inde, d'Australie, du Laos et de Nouvelle-Zélande en marge des réunions de l'ASEAN. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la Chine et l'Inde, les deux plus grands pays en voie de développement, avaient davantage d'intérêts en commun que de divergences. Citant les campagnes 2025 et Internet Plus et les programmes de l'Inde, Fabrication en Inde et Inde Digitale, Li a déclaré que les deux pays disposaient de stratégies de développement compatibles avec de bonnes perspectives de coopération. Li a proposé une coopération élargie en matière d'échange et d'investissement, de la construction d'infrastructures et de services financiers et d'échanges de personne à personne. Il a déclaré que la Chine avait la volonté de travailler avec l'Inde pour récolter au plus tôt les fruits liés à la construction du couloir économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar. Modi a déclaré que l'Inde avait tenté de renforcer la coopération avec la Chine dans les domaines des échanges et de l'économie, des sciences et technologies, des échanges de personne à personne, afin d'appuyer la coopération bilatérale et de promouvoir les croissances économiques mondiales et asiatiques. S'entretenant avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, Li a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Australie pour pousser la mise en place de leur pacte de libre-échange d'ici la fin de cette année. Li a précisé que la Chine accueillait davantage d'entreprises australiennes en vue d'investir et de démarrer des activités commerciales en Chine, espérant voir davantage de coopération dans les secteurs énergétiques, des infrastructures, de fabrication d'équipements et de développement des océans. Turnbull a déclaré que l'accord de libre-échange constituait une étape importante vers des liens bilatéraux et apportait des bénéfices tangibles aux deux peuples. Il a déclaré que son pays voulait promouvoir la coopération avec la Chine en matière politique, économique, de défense et de construction urbaine. Lors de sa réunion avec le Premier ministre du Laos, Tongsin Tamavong, Li a précisé que la coopération bilatérale avait porté ses fruits de façon plus que positive dans des secteurs tels que la construction de la ligne ferroviaire Chine-Laos ainsi que le lancement du premier satellite laotien depuis la Chine. Il a appelé à de nouveaux progrès dans les domaines de coopération économique, des voies rapides de circulation, ainsi que dans des projets d'infrastructure. Le Laos prendra l'année prochaine la présidence tournante de l'ASEAN et le Premier ministre laotien a déclaré que son pays ferait la promotion active de projets qui renforcent la connectivité entre l'ASEAN et la Chine. Li a salué les effets positifs tirés de l'accord de libre-échange entre la Chine et la Nouvelle-Zélande lors de sa réunion avec son homologue néo-zélandais John Key. Li a déclaré que la Chine avait encouragé ses entreprises à participer à des projets d'infrastructure dans les transports et la reconstruction post-catastrophe et espérait que le gouvernement néo-zélandais faciliterait leur accès. Qui a déclaré que son pays et la Chine discuteraient d'une amélioration de leur accord de libre-échange et coopéreraient davantage en matière d'éducation, de tourisme et dans le secteur de l'aviation. Qui a ajouté que les deux pays devraient mener des consultations sur le changement climatique et d'autres affaires internationales d'importance. Direction le Mali à présent, 3 responsables exécutifs du groupement de construction des chemins de fer de Chine, la CCC, faisaient partie des 21 otages tués dans l'attaque terroriste de vendredi dernier par des militants islamistes dans la capitale Bamako. Le président Xi Jinping a fermement condamné les attaques des extrémistes. Il a exhorté le gouvernement à accroître les efforts en vue de protéger les citoyens à l'étranger et appelé la communauté internationale à faire davantage pour prévenir ces actes de violence.
Les 3 victimes chinoises se nomment Zhou Tiankang et Wang Xuanshan, respectivement directeur général et vice-directeur général de la division internationale de l'entreprise, ainsi que Zhang Xuehui, directeur général de la division Afrique. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré que son pays ne cédera pas après l'attaque par des islamistes radicaux d'un hôtel de luxe dans la capitale, Bamako. Ce n'est pas une zone fermée, elle ne le sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas, Genève ne l'est pas, New York ne l'est pas, Moscou ne l'est pas. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'âme. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous, comme nous, chacun devra faire attention. Le Mali est heureux que vous soyez là. Les attaques ont fait 21 victimes, dont 18 clients de l'hôtel, un membre des forces spéciales et 2 terroristes. Les forces de sécurité sont désormais à la recherche de plus de 3 suspects qui pourraient avoir été impliqués dans l'attaque. L'état d'urgence pour une durée de 10 jours a été déclaré dès vendredi minuit. Les groupes djihadistes Al-Mourabitoun et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont revendiqué l'attaque, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités maliennes. Le nord du Mali a été occupé par des combattants islamistes, certains liés à Al-Qaïda, pendant la quasi-totalité de l'année 2012. Ils ont été expulsés par une campagne militaire dirigée par la France, mais les violences ont continué. 3 cadres de la China Railway Construction Corporation figurent parmi les victimes de la prise d'otage de l'hôtel de Bamako au Mali. Reportage. Les 4 ont été identifiés. Il s'agit de Zhou Tianxiang, directeur général de la division internationale du groupe, de Wang Xuanshan, directeur général adjoint de cette même division, et de Zhang Xuehui, directeur général de la division Afrique de l'Ouest. Le président Xi Jinping a énergiquement condamné l'attaque et a appelé les agences gouvernementales à accroître leurs efforts pour protéger les ressortissants chinois à l'étranger. Le président a également appelé la communauté internationale à faire plus pour empêcher de tels actes violents. Par ailleurs, le Premier ministre Li Keqiang a présenté ses condoléances aux familles des victimes et ordonné aux départements concernés de gérer de manière appropriée les conséquences du drame. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que 4 autres ressortissants chinois avaient été secourus après avoir été retenus en otage lors de l'attaque qui a fait 21 morts. Le ministère et l'ambassade de Chine au Mali ont activé un mécanisme d'urgence quand ils ont appris ce qu'il s'était passé et sont entrés en contact avec les secteurs concernés pour les opérations de secours. Le ministère a indiqué que le gouvernement malien et la communauté internationale avaient fourni de gros efforts pour secourir les otages. Il a ajouté que la Chine condamnait fortement l'attaque. Le Premier ministre belge a déclaré que des forces militaires et de police ont été déployées à travers la capitale Bruxelles et tout particulièrement dans les zones très fréquentées. Le niveau d'alerte est passé à 4, le plus élevé possible. L'analyse de l'OCAM conduit à identifier plus précisément les événements avec du public, les rues commerçantes et les centres commerciaux, les manifestations, les endroits animés. Et les transports. Mais pas de lieu précis. La région bruxelloise est passée au niveau 4. Le procureur fédéral belge a annoncé que les enquêteurs avaient trouvé des armes au domicile d'un 3e suspect détenu par les autorités belges après les attaques terroristes de Paris. Le bureau du procureur déclare dans un communiqué qu'aucun explosif, ni même de ceinture d'explosifs, n'avait été trouvé lors de la perquisition. Il n'a pas donné de détails sur la nature de l'armement trouvé. Le suspect en question est présenté comme étant Abrahimi Lazez, un homme d'origine marocaine de 39 ans, né en Belgique et vivant dans la région de Bruxelles. D'après le diffuseur radiophonique public belge, Lazez a été arrêté la semaine dernière à Bruxelles dans sa voiture. Une arme à feu ainsi que des traces de sang ont été trouvées dans son véhicule. 2 autres personnes ont été inculpées en Belgique suite aux attaques de Paris et ont vu leur période de détention être rallongée d'1 mois. Il s'agit d'Hamza Atou, 21 ans, et de Mohamed Amri, 27 ans. L'ancien président sud-coréen Kim Jong-sam est décédé dimanche matin à l'âge de 88 ans. Il occupa le poste de président entre 1992 et 1998. D'après l'hôpital universitaire national de Séoul,
M. Kim souffrait d'une sérieuse infection sanguine et avait été hospitalisé dès jeudi pour une forte fièvre. Kim Young-sam s'était présenté en 1987 aux premières élections présidentielles libres du pays. 5 ans plus tard, il remportait les élections présidentielles. Sous sa présidence, une série de réformes destinées à combattre la corruption avait été mise en place. Son mandat fut marqué par 2 événements majeurs. D'abord en 1994, lors de la première crise nucléaire avec la Corée du Nord, puis en 1997-1998, lors de la crise financière asiatique qui le poussa à accepter pour son pays un soutien financier de 58 milliards de dollars de la part du Fonds monétaire international. Les Égyptiens résidant à l'étranger ont commencé samedi à voter pour les élections parlementaires de leur pays. Les électeurs du pays se rendent dimanche aux urnes dans les 13 gouvernorats que compte le pays, dont la capitale du Caire. La participation au premier tour fut extrêmement faible, ce qui, selon les analystes, pourrait avoir un sérieux impact sur la présidence d'Al-Sisi. Seulement 26% des Égyptiens se sont rendus aux urnes lors du premier tour des élections parlementaires, un plus bas record depuis la révolution de janvier 2011. Sur le plan juridique, cela n'a pas d'importance sur la représentation du Parlement, mais certains analystes estiment que cela envoie un avertissement à la présidence. Cette faible participation est le phénomène le plus remarquable de ces élections. Cela signifie que le peuple égyptien se détourne de ce scrutin, malgré l'appel personnel du président Al-Sisi d'aller voter. Cela montre que la plupart des Égyptiens estiment que ces élections ne changeront rien et que cela, dans tous les cas, amènera un parlement qui soutient le président. La plupart des gagnants lors du premier tour étaient des partisans d'Al-Sisi. Si le second tour aboutit à des résultats similaires, le gouvernement sera alors capable de faire adopter les lois dont il a besoin. Mais la véritable opposition sera maintenue à l'écart de la Chambre, mettant une pression politique sur le président. Cela pose un immense problème auquel le président Al-Sisi sera confronté. Mais le régime actuel n'a pas de vision pour une réforme politique englobante dans le pays, pour unifier ceux qui sont à l'origine de la révolution du 25 janvier et qui a été suivie par la révolution du 30 juin 2013. Désormais, ils ressentent qu'il s'est agi d'une contre-révolution à leurs exigences de changement en 2011. Près de 28 millions d'Égyptiens sont en droit de voter pour le second tour de l'élection parlementaire. Ils éliront les 222 membres de la Chambre parmi plus de 2800 candidats. Les forces de sécurité sont en alerte élevée pour garantir une élection pacifique lors des 2 jours de scrutin avant la course finale prévue les 1er de décembre. Le Parlement devra se réunir d'ici la fin de l'année, et ce avant le 5e anniversaire de la révolution de janvier 2011. Et déjà certains indiquent leur volonté de célébrer ce jour en créant le premier défi politique du prochain Parlement. Le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR, qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues.
Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture. Les compagnies d'assurance étrangères bénéficient quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le modèle de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Déployer un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Presque toutes les grandes puissances considèrent l'aide étrangère comme un moyen de montrer leur capacité et leur sens des responsabilités en ce qui concerne leurs obligations internationales. Ces dernières années, la Chine a pris des engagements forts concernant l'aide extérieure. La Chine et un certain nombre de pays africains ont forgé des relations intenses et sont devenus d'indéfectibles amis. Quand l'épidémie de virus Ebola a éclaté en mars 2014, la Chine avait été à l'avant-garde du soutien médical aux pays affectés. Il s'agissait du plus grand programme d'aide médicale jamais mis en place par la Chine à ce jour, qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'amitié sino-africaine et de l'aide internationale. Ebola n'est pas un virus nouveau. Il est déjà apparu plusieurs fois depuis 1976. Mais l'épidémie de 2014, dans des pays comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, est très inhabituelle. En 2014, l'OMC a déclaré l'état d'urgence international. En quelques mois, l'épidémie a fait des milliers de morts. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme et la Chine a immédiatement déployé toute l'aide humanitaire d'urgence nécessaire. La situation est assez sévère au-delà des capacités des pays affectés. Le temps, c'est la vie. La communauté internationale doit agir maintenant. Cet été, l'efficacité de la Chine a provoqué l'admiration dans le monde entier. Le gouvernement chinois a loué 23 avions, volant à travers 3 continents et dans les espaces aériens de 18 pays, pour transporter médicaments, matériel médical, vêtements protecteurs et thermodétecteurs. Pour ces nations africaines, cette aide a été cruciale. L'OMS a salué les actions de la Chine. Quand l'OMS est arrivé et a demandé de l'aide contre Ebola, le gouvernement chinois a été l'un des premiers gouvernements à répondre et j'en suis très reconnaissante. Il s'agissait de la plus grande opération humanitaire menée par la Chine à l'étranger jusqu'à ce jour, car la crise elle-même était d'une ampleur sans précédent. Plus de 1000 experts et personnels médicaux de l'armée ont été envoyés dans ces pays au péril de leur vie
pour soigner les malades. En septembre 2014, la Chine a acheminé en Sierra Leone un laboratoire de biologie P3, le seul centre de traitement Ebola du genre, dirigé par un pays étranger au Libéria. Les équipes médicales chinoises en Guinée, Libéria et Sierra Leone sont restées sur place malgré l'épidémie. De nombreux patients étaient dans des situations critiques quand les Chinois sont arrivés. Mais grâce à leurs bons soins, ils ont pu guérir. Le personnel médical chinois a forgé un lien affectif avec la population locale qui a beaucoup ému les dirigeants de ces pays. Vous nous avez prouvé que vous étiez des amis les meilleurs. C'est quand vous êtes touchés et à terre, quand vous avez des problèmes, des difficultés, et que la personne aux côtés, que vous compreniez que cette personne est une amie réelle. Mille merci et dites au président, au gouvernement et au peuple de Chine que nous serons toujours avec eux. La Chine a été le premier pays à avoir envoyé de l'aide médicale, et même avant l'épidémie, car quand elle a été annoncée, nous étions dans un état d'impréparation. Le ministre des Affaires étrangères d'une grande puissance, la première puissance du monde comme la Chine, ne se déplace pas n'importe comment. Donc pour nous, c'est un grand signe que la coopération entre la Chine et la Guinée va aller en se renforçant. 4 cargaisons d'aide humanitaire et plus de 1200 experts chinois et personnel médical ont laissé la marque de la Chine en Afrique. En septembre 2015, l'OMS a déclaré que l'épidémie se terminerait avant la fin de l'année. Mais les efforts de la Chine ne vont pas cesser pour autant. La Chine communique avec les nations africaines affectées pour préparer la reconstruction après l'épidémie et sur d'autres sujets de coopération. La Chine va continuer à jouer un rôle constructif dans le développement et la revitalisation de ces pays. La lutte contre Ebola a démontré le sens des responsabilités de la Chine en tant que grande puissance. Et ce genre d'aide est de plus en plus précieux avec les catastrophes qui se sont multipliées ces dernières années. Place au sport à présent, le champion de Chine de football en titre, le Guangzhou Evergrande, a remporté la Ligue des champions de l'AFC en battant samedi à domicile le club Al Ahly des Émirats Arabes Unis lors du match retour de la finale. Le 7 novembre dernier, lors du match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur un score nul et vierge à Dubaï. Samedi soir, le buteur vedette de l'Evergrande, le Brésilien Elkson, a marqué le but de la victoire à la 54e minute. Après avoir récupéré une passe en profondeur, triplé un défenseur central et envoyé le ballon en pleine lucarne. Le défenseur central de l'Al Ahly, Kamis Salmin, a reçu un carton rouge à la 66e minute. Le Guangzhou Evergrande avait déjà remporté la Ligue des champions de l'AFC en 2013 sous le règne de l'entraîneur italien légendaire Marcello Lippi. Le club est désormais entraîné par le Brésilien Felipe Scolari. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.